sur l'apprentissage, par la psychologie de l'apprentissage. La psychologie de l'éducation est la discipline qui s'intéresse au développement, à l'évaluation et à l'application des théories de l'apprentissage et de l'enseignement. Apprendre est une activité naturelle, on apprend tous les jours, de toutes choses, à tout âge. Apprendre s'effectue en de nombreuses occasions de la vie quotidienne. Apprendre accompagne toute activité. On apprend dans des situations dites non didactiques, sur la flore et la faune lors d'une randonnée, et aussi dans des situations didactiques où l'enseignant va mettre en scène des apprentissages. Il y a parfois obligation à apprendre selon les circonstances, par exemple, passer le permis de conduire. On apprend par imitation, immersion, simulation, répétition, et ses erreurs. De manière générale, on apprend donc en milieu naturel spontanément ou en milieu scolaire organisé. La différence se situe bien dans la dimension organisationnelle de l'apprentissage scolaire, un apprentissage volontaire, ciblé, structuré, évalué, transférable, un apprentissage aux finalités affirmées. L'acte d'enseigner se préoccupe avant tout de faire apprendre à un public des savoirs reconnus. Quelle que soit la méthode d'enseignement choisie, il y a volonté de provoquer un changement dans les représentations des personnes enseignées. Apprendre, c'est transformer la personne humaine, avec l'intégration de savoir ou savoir-faire nouveaux. Apprendre n'est pas un processus cumulatif et linéaire, c'est un processus dynamique, la connaissance se restructure, elle n'est pas accumulative. Apprendre, c'est tâtonner, expérimenter, déduire, échanger, évaluer. Apprendre, c'est rompre avec des certitudes, prendre des risques, c'est transformer le réel et se transformer soi-même. Jean Piaget souligne la dynamique d'appropriation des savoirs par les individus, au moyen des procédures d'assimilation, produisant un enrichissement de ce que l'individu sait déjà, grâce aux interactions avec un environnement nouveau, et des procédures d'accommodation où la nouveauté du savoir oblige à des réélaborations internes des acquisitions. Il se produit donc un enrichissement cognitif grâce aux expériences avec l'environnement ou une réélaboration interne des acquisitions conduisant à une structuration mentale inédite. Dans tous les cas, apprendre, c'est en définitive conceptualiser, former des concepts. Apprendre est déstabilisant, car c'est transformer ses représentations, rompre avec des certitudes, réaménager ce que l'on jugeait savoir. C'est admettre des transformations successives, des confrontations personnelles à des poches de résistance cognitive ou à des ruptures épistémologiques. Apprendre, c'est ébranler un savoir ancien avec beaucoup de tâtonnements et d'erreurs, c'est souvent une épreuve difficilement soutenable pour l'individu, une expérience frustrante, douloureuse, voire anxiogène. Penser connaître des choses et s'entendre dire qu'on fait fausse route, que nos conceptions sont erronées ou trop partielles est difficile à accepter, c'est aussi une question narcissique d'estime de soi. De nos jours, il est apparu une nouvelle forme de pédagogie où l'on considère maintenant l'erreur comme outil pour enseigner. On part des analyses conjointes avec les apprenants des erreurs pour faciliter le passage vers un apprendre, déterminer le chemin didactique le plus favorable. On s'intéresse aux opérations effectuées, aux stratégies mobilisées par l'apprenant pour conduire l'élève à comprendre et rectifier son erreur de raisonnement. C'est un nouveau paradigme pour l'apprentissage qui consiste à privilégier des cerveaux réflexifs à des cerveaux essentiellement bien remplis. La réflexivité est un nouvel enjeu d'un apprentissage tout au long de la vie. Il existe une différence importante entre information et apprentissage, car recevoir de l'information est une activité passive, on ne se pose pas des questions, aucune médiation ni démonstration. En revanche, construire un apprentissage est une action active, un processus dynamique, où des activités de pensée vont surgir en classe pour construire des concepts par soi-même. Une médiation est nécessaire, c'est un accompagnement pour apprendre entrepris par le formateur qui met en scène les apprentissages. Un cours n'est pas conçu pour celui qui enseigne, mais pour celui qui apprend. Henri Boudreau. L'enseignant met à disposition des apprenants des savoirs pour construire des ressources personnelles, un répertoire de savoir et de savoir-faire, savoir-être. Le formateur écrit le scénario d'une séquence de formation selon des objectifs d'apprentissage, liés à des objectifs d'évaluation et selon un modèle de classe, un script, une interrelation de gestes de classe, des gestes d'enseignement et des gestes d'étude dans une coactivité. La formation d'individus, quel que soit leur âge,
conduit nécessairement à des choix singuliers dans les méthodes de transmission et construction des savoirs en référence aux théories de l'apprentissage et de la psychologie cognitive. Le formateur est avant tout un professionnel de l'apprentissage, du faire apprendre qui doit maîtriser un savoir à enseigner et un savoir enseigné. C'est la rencontre de ces deux éléments fondamentaux de l'apprentissage qui vont fonder sa professionnalité à partir de fondements théoriques qui servent de support conceptuel et permettent des choix de modalités d'intervention pédagogique et didactique. À l'origine de ces modalités, nous avons plusieurs courants de la psychologie cherchant à comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Nous avons la psychologie behavioriste, la psychologie de la forme, la psychologie cognitiviste. Le behaviorisme postule que les états mentaux des individus sont inaccessibles, croyances, aspirations, intentions, motivations. On ne peut accéder qu'à l'observation de ces comportements, et à leurs modifications induites par un apprentissage. Cette théorie s'intéresse à des conduites élémentaires, dont la complexité est décomposée en unités simples comme en sciences physiques. Elle ne retient que des descripteurs physiques mesurables, des stimulations et des réponses à l'origine d'une relation mathématique ou logique de l'entrée-sortie du système didactique. Les critiques à l'égard du behaviorisme pointent le manque de prise en compte des états internes des individus faits d'intentions, de désirs et de croyances. Ce modèle ne peut rendre compte que des conduites automatiques où les représentations des individus n'exercent aucun rôle. Ce qui est rare. Toutefois, le behaviorisme a su explorer les conduites automatiques, analyser la systématisation d'exercices pour automatiser des opérations mentales et ainsi gagner un niveau supérieur d'action. Le cognitivisme se caractérise par une focalisation sur l'intérieur du système cognitif. Il s'agit de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, c'est une boîte noire d'états mentaux qu'il est possible de saisir. Il y a deux types d'approches, le cognitivisme structural, où une représentation en structure et mécanismes de fonctionnement de ces structures, et le cognitivisme computationnel, où une représentation des connaissances calculables et des règles de calcul. Le gestaltisme est radicalement opposé au behaviorisme. Pour cette approche, c'est l'esprit humain qui structure et organise le monde. Le gestaltisme ne s'intéresse donc pas à la façon dont l'environnement agit sur le système humain, à la manière du behaviorisme, mais au mode d'organisation de l'environnement par le système humain lui-même, à la structuration des situations par les individus, aux formes que les individus construisent pour saisir la situation. Les approches gestaltistes contribuèrent à l'énoncé de lois de fonctionnement du système cognitif mettant en relation des propriétés ou des interactions de l'environnement avec des états de conscience, principalement dans le domaine de la perception et de la résolution de problèmes. Le structuralisme piagétien pense le système cognitif comme un système auto-organisé qui évolue nécessairement vers des états d'équilibre du fait même qu'il fonctionne. Il est fait appel à l'utilisation d'un formalisme logico-mathématique pour décrire les états d'équilibre, d'accommodation et d'assimilation qui sont des mécanismes empruntés à la biologie évolutive. Cette théorie explicite peu les différences de conduites interindividuelles. Concrètement, ces théories ont fait émerger un modèle pédagogique réflexologique fondé sur les réflexes, les comportements observables, l'apprentissage d'automatisme, le modèle cognitiviste fondé sur le raisonnement et les processus mentaux inhérents, le modèle connexionniste fondé sur les mises en relation, les liaisons adéquates fondant de nouvelles configurations. Le modèle transmissif n'est pas lié à une théorie psychologique, mais un habitus d'enseignement légué par l'Antiquité, la maïeutique puis la scolastique. C'est le modèle pédagogique traditionnel du cours magistral ou du cours dialogué. Au final, l'élève est-il un être adressé, à faire automatiser, qui renvoie au positivisme du milieu du XXe siècle, au behaviorisme? Ou bien l'élève est-il un être doué d'un cerveau réflexif à organiser ou réorganiser au moyen de situations, problèmes, qui renvoie aux théories du traitement de l'information, de la fin du XXe siècle selon le modèle cognitiviste? Ou mieux, l'élève est-il un cerveau à organiser en réseau de savoir, tel une toile d'hyperlien, selon le modèle connexionniste? Le connectivisme est un nouveau modèle né de l'introduction du numérique et du distanciel dans les pratiques pédagogiques. À l'usage, des approches pédagogiques sont plus favorables, selon les publics scolaires, les objets de formation, les moments de la formation. Il peut s'avérer utile, voire incontournable, de préférer une approche à une autre dans un parcours de formation dont l'essentiel est de toujours viser la construction d'un savoir par l'apprenant lui-même.
L'essentiel semble de savoir pourquoi ce choix est-il effectué et qu'apporte-t-il de spécifique au public apprenant. La connaissance des différents courants théoriques de l'apprentissage et de leur traduction pédagogique offre un panel de possibilités pour une ingénierie pédagogique qui combine les meilleurs éléments de savoir formé. On peut observer 3 processus pour faire apprendre. Le processus « enseigner ». Privilégiant l'axe professeur, savoir, c'est le cours magistral. Le processus « former », qui privilégie l'axe professeur-élève, étayage, régulation, négociation, personnalisation. Le processus « apprendre », privilégiant l'axe élève, savoir, qui sous-entend que les élèves accèdent au savoir directement, sans médiation du professeur, travail en groupe ou par atelier, travail sur projet, sur fichier, de résolution de problèmes. La formation est un processus de transmission culturelle qui engendre le développement des capacités mentales, non encore maîtrisées par les apprenants. Si pour Piaget, il ne peut avoir d'apprentissage que si un niveau de développement est atteint, si une maturité intellectuelle est suffisante, d'où les stades de développement intellectuel jusqu'à 15 ans, pour Vygotsky, c'est l'apprentissage qui entraîne du développement. Et non l'inverse, d'où la zone de proche développement. Selon Pastré, développement et apprentissage sont en quelque sorte simultanés. On apprend bien plus de son action passée, lors d'un débriefing, que lorsqu'on réfléchit dans le feu de l'action. La médiation est un type d'interaction qui déclenche des processus de changement interne, de transformation, donc d'apprentissage. La notion de médiation implique une référence à Vygotsky, avec la médiation sémiotique, rendant possible l'acquisition des instruments linguistiques, dont les mots, support pour apprendre, et une médiation culturelle, en tant qu'instrument porteur des catégories et modes de pensée de la culture au sein de laquelle la langue est immergée. La médiation suppose de négocier ou élaborer une référence commune où apprenants et formateurs parlent de la même chose, le même langage. Il s'agit aussi dans cette médiation d'intervenir avec un certain tact, ni trop ni trop peu. Il convient également de trouver un équilibre entre s'adapter à l'apprenant et respecter un modèle de raisonnement attendu. La médiation comprend le concept de zone de proche développement de Vygotsky qui est l'endroit du potentiel d'apprentissage, ni trop complexe ni trop simpliste, qui est l'endroit d'apprentissage de l'élève capable de mobiliser des ressources lorsqu'un tiers, plus avancé, étaye son activité. Brunner définit la tutelle comme fournissant ce qui est nécessaire et suffisant pour permettre à l'enfant de mener à bien la tâche proposée. La tutelle désigne les moyens grâce auxquels un adulte ou un spécialiste aide quelqu'un qui est moins adulte ou spécialiste que lui en simplifiant la tâche, en indiquant des traits déterminants pour résoudre, la démonstration de modèles de solutions, en maintenant l'intérêt, la motivation, le climat de confiance. Le conflit socio-cognitif est un outil de confrontation des solutions, des opinions, des représentations entre les apprenants négociant des modifications, des solutions instituées. De nos jours, les pratiques d'auto-formation se démultiplient, facilitées par l'usage des technologies numériques et de l'Internet. Apprendre se réinvente sans cesse. Vidéo pour philippeclosard.fr et formation2pro.com.